Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et ne trouvant pas de travail, pour ne pas mourir de faim, je suis retourné au village et j'ai ouvert une petite supérette. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que ma première cliente soit une générale en armure. Tu tournes un film ou quoi? Et Linan ne comprenait pas ce que signifiait tourner un film, elle n'a pas relevé et s'est contentée de demander, hésitante. Avez-vous ici de la nourriture qui cale? J'ai faim. Toutes ces rangées de nouilles instantanées. Ces petites collations, ces petits pains, n'est-ce pas de la nourriture? Mais bon, je me suis dit qu'elle devait beaucoup bouger pour le tournage, donc elle trouvait sûrement que ça ne calait pas assez. Alors j'ai sorti 2 cartons de biscuits de rationnement de dessous le comptoir, et j'ai montré la notice. Tenez, des rations militaires compressées. M'aurais-je heurté à un fantôme? Mais en les soupesant, ils étaient bien lourds, une sensation bien réelle. J'ai donc fermé la supérette. Et me suis rendu au mont-de-piété. Le prêteur m'a immédiatement proposé 6000 yuans. Les biscuits compressés que cette femme avait achetés m'avaient coûté seulement 300 yuans. Ça faisait un bénéfice net de 5007 cents. En pensant qu'elle avait dit qu'elle reviendrait, j'ai décidé d'importer 20 cartons de biscuits compressés aux saveurs mélangées. Je tente le coup. Et si d'un vélo, je passais à une moto? À ce moment-là, Lin Lan, tenant 2 cartons de biscuits, se tenait à l'entrée de la supérette. Trouvant tout cela si irréel, à moitié incrédule, elle rapporta les biscuits jusqu'à sa ville située en bordure du désert. Tout en marchant, elle ordonna « Faites venir le docteur Shen ». Lorsque le docteur Shen arriva et vit les biscuits compressés devant Lin Lan, il resta bouche bée. C'est alors que Lin Lan sortit un paquet de biscuits compressés, le déchira et le lui tendit « Examinez ceci. Pour voir s'il y a du poison ». Le docteur Shen, perplexe, s'exécuta quand même. Il le sentit, puis le lécha, et en prit un peu qu'il fit tremper dans un bol d'eau. Après l'avoir examiné attentivement, il s'exclama « Ravi, jeune général. Ce n'est pas toxique. C'est comestible. Et c'est délicieux. D'où cela vient-il » Le docteur Shen regarda Lin Lan avec une admiration totale. Depuis que notre armée est arrivée devant la ville de Yongzhou, le désert de sable s'étend à perte de vue, nous manquons d'eau et de vivres, les approvisionnements ne suivent pas. Et nous ne parvenons pas à prendre Yongzhou. Notre armée est déjà dans une impasse. Et Lin Lan donna immédiatement l'ordre à chaque unité de rassembler de l'argent et de venir avec moi acheter ce genre de choses. L'officier adjoint partit exécuter l'ordre. Mais le docteur Shen eut l'impression d'entendre un charabia « Acheter? Ça s'achète » Et Lin Lan acquiesça « Oui, dans une petite ruelle. » Le docteur Shen, incrédule, une ruelle? Il reste encore des commerçants dans ce bourg? L'officier adjoint, inquiet, dit, Général, nous n'avons jamais vu ce genre d'objet. Sans compter que cet endroit est depuis longtemps en ruine, les civils ont tous fui. Où y aurait-il encore des commerçants? Ce qui sort de l'ordinaire cache forcément quelque chose de louche. Général, soyez prudent. Tous se mirent à conseiller Lin Lan. Elle regarda ses 2 adjoints et déclara d'une voix grave. Avez-vous un autre moyen de vous procurer de la nourriture et de l'eau? L'officier adjoint ferma ses lèvres gercées. Et son silence fut assourdissant. Face à cette situation désespérée, ils ne pouvaient que tenter leur chance. Un bruit de pas, accompagné du frottement des armures, se fit entendre. Tous tournèrent les yeux vers l'extérieur. Le maréchal est de retour. Et Zhao Jun, bien qu'arrivé à la quarantaine, dégageait une forte autorité. En entrant, il regarda le carton posé sur la table. J'ai entendu dire que tu faisais rassembler de l'argent pour acheter quelque chose. Et Lin Lan s'inclina, les mains jointes. Maréchal, ce sont des aliments que je viens d'acheter dans une petite ruelle. Le docteur Shen les a déjà examinés, ils sont inoffensifs et comestibles. Le docteur Shen enchaîna immédiatement. Oui, oui, comestibles et non toxiques. Et Zhao Jun regarda ce carton étrange et ces biscuits qu'il n'avait jamais vus. Et sans perdre un mot, il ordonna d'amener une escouade pour aller voir d'abord. Et Lin Lan accepta immédiatement et, avec 30 hommes en armes, ils entrèrent dans cette ruelle. Devant ce rideau bizarre qui servait d'entrée, il fit un signe de la main et entra le premier. Les 30 hommes le suivirent. L'instant d'après, et Lin Lan resta stupéfait. Seul je suis entré? Où sont-ils passés? Les soldats, debout au milieu des ruines, se regardèrent, déconcertés. Où est la boutique? Où est le commerçant? C'est pas normal. Et notre général? Les soldats, affolés, se mirent à chercher partout. Il n'y avait que des murs en ruine. Rien d'autre. Le chef d'escouade ordonna résolument que la moitié reste ici. L'autre moitié retourne avec moi informer le maréchal. Il s'apprêtait à agir quand ils virent Lin Lan ressortir de derrière le rideau. Complètement perdu. Pourquoi n'êtes-vous pas entré? Tout sur les cheveux qui se dressèrent sur la tête. Le capitaine avala sa salive et, réprimant sa peur, dit « Général. Nous sommes entrés, il n'y a que des ruines, pas d'argent. Ni de boutique. » Et Lin Lang était perplexe, comment est-ce possible? Essayez encore. Et Lin Lang fit plusieurs tentatives avec ses hommes, mais le résultat fut identique. Seul lui pouvait entrer dans ce supermarché. Il comprit vaguement que peut-être lui seul voyait cette boutique. Alors, prenant l'argent et les pièces de cuivre récoltées auprès de ses soldats, il entra de nouveau. Mais à peine franchi le seuil, il me heurta de plein fouet. J'avais entendu le détecteur de la porte arrière. Les annonces de « Bienvenue » avaient retenti plusieurs fois, en boucle. Cela m'avait agacé, alors je m'étais levé pour aller voir, et voilà que je tombais sur Lin Lang. J'avais même sursauté en voyant le sabre dans sa main. « Tu es là. » Et Lin Lang, remarquant la peur dans mon regard posé sur son arme.
expliqua instinctivement, je viens acheter. Puis il posa l'argent. Et les pièces de cuivre sur le comptoir. Combien de biscuits et d'eau comme la dernière fois puis-je avoir avec ça? Je regardai l'argent et les pièces éparpillées sur le comptoir. Mon attention fut attirée par 2 lingots d'argent. Ils étaient plus gros que ceux de la fois précédente, et avec les pièces d'argent brisées et les sapèques. Cela semblait représenter une somme conséquente. J'avalai ma salive, m'efforçant de rester calme. Je pointai du doigt un coin, les 20 caisses de biscuits compressés et d'eau qui viennent d'arriver, prends-les toutes. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Et Lin-Lan hocha la tête, saisissant l'essentiel. Alors, la prochaine fois que je viendrai, pourrais-tu en avoir plus? 50 caisses de chaque. C'est possible? J'acceptai sans hésiter, pas de problème. Tu pourras venir les chercher demain. Avec un pincement de conscience, je retournai à la réserve. J'en sortis quelques caisses de nouilles instantanées et plusieurs boîtes de cornets de bif. Après réflexion. Je pris aussi une bouteille d'ergotou et la lui glissai. Et Lin-Lan rengaina son sabre et fit plusieurs allers-retours. Jusqu'à ce qu'il ait transporté le tout par la porte arrière. Une fois parti et les affaires emportées. J'avalai ma salive, fermai la porte du supermarché et me dirigeai vers le mont-de-piété. Avant de partir, j'avais déjà examiné cet argent, les lingots portaient des marques, 3 modèles différents. J'en pris un de chaque, ne gardant qu'un petit fragment d'argent brisé, et caché le reste. Puis je partis. Quixiang, le propriétaire du mont-de-piété, s'excita immédiatement en me voyant. Il se leva précipitamment pour m'accueillir, monsieur est arrivé. Asseyez-vous vite. Xiu YU accent grave, serre le thé. Je fis un geste de la main. Je sortis directement les lingots d'argent, inutile de tourner autour du pot. Dis-moi combien ça vaut. Quixiang, me voyant jeter négligemment les lingots sur la table, me conseilla, un peu contrarié, doucement, doucement. C'est du beau matériel. Après un examen minutieux, il déclara avec enthousiasme. Ces 2 lingots font 10 taels chacun, et leur état est bon. Je les prends à 10 000 unités. Qu'en dites-vous? Je récupérai les lingots d'un geste et lançai 3 pièces de cuivre. Regardez-moi ça aussi. Quixiang fronça les sourcils en voyant les pièces. Cela faisait des années qu'il tenait ce mont-de-piété, il avait vu beaucoup de choses, mais les motifs de ces 3 sapèques. Il ne les avait jamais vus. Pourtant, leur surface était brillante, comme si on les avait souvent manipulées. Elles ne semblaient pas fausses. Serait-ce une dynastie éphémère dont les pièces ne nous sont pas parvenues? La rareté fait la valeur. Si ces pièces sont authentiques, leur prix est difficile à estimer. Quixiang sentit son cœur s'emballer, mais son visage ne montra rien. Il demanda. Monsieur, avez-vous d'autres pièces de ce genre chez vous? Je répondis évasivement. Si je peux les apporter, examinez-les tranquillement. Si le prix vous convient, je vous les laisse. Sinon, je les reprends. Puis j'ajoutai en silence dans mon esprit. En tout cas, je ne peux pas te dire qu'elles viennent d'un fantôme. Quixiang tordit la bouche, prit les pièces et les examina attentivement. Il n'arrivait toujours pas à se décider. Monsieur, je n'arrive pas à me faire une opinion sur ces objets. Voici ce que je propose, je prends ces 2 lingots d'argent pour l'instant. Quant à ces 3 sapèques, je vais les photographier et les montrer à mon professeur. Si j'ai des nouvelles, je vous écrirai. Quand j'entendis, votre professeur, Quixiang eut un rire amer. Je suis diplômé en identification d'antiquité, mon professeur est un expert dans ce domaine. En entendant cela, je sortis 2 pièces de cuivre, n'est-ce pas? Même les diplômés ont du mal à trouver du travail. Je regardai Quixiang prendre plusieurs photos des pièces avec son téléphone avant de me les rendre à contre-cœur. La seconde suivante, je sors un petit morceau d'argent sans même avoir le temps d'ouvrir la bouche. Quixiang le prend, le pèse dans sa main, et hoche la tête avec certitude. C'est de l'argent, aucun problème. Je range tranquillement les petites pièces d'argent et les pièces de cuivre. Je mets les 2 lingots d'argent en gage, récupère 20 000 yuan et quitte le mont-de-piété. Sur le chemin du retour, je ne peux m'empêcher de penser qu'à voir la tournure des choses, cette générale reviendra sans doute pour d'autres échanges. Encore quelques fois comme ça, et mon objectif annuel sera atteint. Pourquoi chercher un travail? Plus besoin de faire d'efforts. En passant devant une boutique de coffre-fort, je suis pris d'une inexplicable envie d'entrer. J'achète un coffre-fort. Maintenant que j'ai souvent de l'argent, des pièces de cuivre et autres objets de valeur à la maison. Avoir un coffre est vraiment indispensable. J'achète de quoi manger et je rentre. Je vois que le coffre-fort a été livré aussi. Après m'être bien rempli le ventre, je prends tout ce que j'ai gagné aujourd'hui. Et je le fourre dans le coffre. Ensuite, je fais les comptes. Pour les marchandises fournies à Lin-Lan. Le coût total est de 3 700 yuan. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui s'élève à 26 000 yuan. Bénéfice net, 22 300 yuan. Et je ne compte même pas les petites pièces d'argent et de cuivre que j'ai gardées. Un vrai pactole. Face à l'argent, même si je tombe sur des choses étranges, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de gagner du fric. Je rumine ces comptes et m'endors en souriant. Mais côté Lin-Lan. C'est la panique. Les biscuits et l'eau achetés sont examinés par le docteur Shen, comme d'habitude. Ils sont inoffensifs, sans problème. Pourtant, tout le monde a une question qui les taraude. Cette boutique, il semble que seul Lin-Lan puisse la voir. Et le propriétaire. C'est un jeune homme au visage avenant, vêtu de façon légère. Ce que les autres voient. Ce n'est qu'une porte donnant sur des ruines. Impossible que ce soit une illusion, mais avec tout ce stock ici. C'est bel et bien réel. Tout le monde discute, certains laissent libre cours à leur imagination. Et si c'était un mirage?
Un autre rétorque aussitôt, tu as déjà vu un mirage. Où l'on peut toucher et acheter des choses. Mais ces légendes ont toujours existé. On n'en a jamais vu. Cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. C'est vrai, sur le coup, plus personne ne trouve rien à redire. Et Zhao Zhang, lui, est plus pragmatique. Il se tourne vers Elinlan, demain, emmène plus de gens. Achète autant de nourriture et d'eau que possible. Demande lui aussi combien de temps cette boutique restera ouverte. Elinlan accepte et se met aussitôt en préparatif. Et Zhao Zhang se tourne vers son lieutenant, Shen Shengdao, si demain nous pouvons vraiment rapporter beaucoup de nourriture et d'eau. Nous préparons l'assaut de la ville. Tous sont ravis et chacun s'affaire, chacun a ses tâches. Un matin, je me lève en pleine forme et descends pour recevoir la livraison. Le livreur, un vieux partenaire de mes parents, me voit commander autant de marchandises et ne peut s'empêcher de demander. Mon frère, pourquoi autant de biscuits de compression et d'eau? Tu as un gros client? Je réponds sans hésiter, et comment? J'ai décroché une grosse commande. C'est pour de la survie en extérieur. Chacun emporte juste des biscuits de compression et de l'eau en bouteille, il en faut beaucoup. Cette raison plausible dissipe ses doutes. Il décharge rapidement les marchandises. Une fois tout déchargé, je pousse un soupir de soulagement, pour éviter que des étrangers ne découvrent l'histoire de Elinlan. Aujourd'hui, je décide de ne même pas ouvrir la porte de devant. Peu après, la sonnette du supermarché retentit. Elinlan entre. En voyant les biscuits de compression et l'eau en bouteille empilés près de la porte, son regard s'illumine. Il me regarde, tout est prêt? Je hoche la tête. Tout est prêt. Avec tout ça, est-ce que ça suffira? Elinlan ne se presse pas pour payer. Il fait un tour dans le supermarché et demande. Parmi ce que tu vends, qu'est-ce qui tient le plus au ventre? Je pointe sans hésiter les biscuits de compression. Ceci, facile à transporter et très nourrissant. C'est de la ration militaire. Les soldats en utilisent lors des marches forcées. Elinlan hoche la tête et demande à nouveau. Ce genre-là, combien peux-tu encore en préparer? En entendant cela, je réponds avec aplomb, autant que tu veux, j'en ai à l'appel. Elinlan, surpris, promène son regard dans le magasin. Je suis son regard vers l'étage et m'empresse d'expliquer, au-dessus, c'est là où j'habite. Et ce n'est pas moi qui fabrique ces trucs. Je les commande depuis une usine, ce que vous appelez un atelier. Elinlan a déjà calculé les besoins de son armée la veille. Il dit directement, je veux 5000 cartons de biscuits de compression. 5000 cartons d'eau, ce n'est pas un fantôme, mais une personne ordinaire achète autant de provisions sèches. Et à en juger par ses vêtements, on dirait vraiment qu'il est en campagne militaire. Est-ce que... Elinlan semblait avoir anticipé ma stupeur. Il souleva un sac de la taille d'un sac poubelle et dit. Voici la compte. Fais préparer la marchandise au plus vite, je viendrai la chercher demain. D'accord? Sur ces mots, il tendit le sac vers moi. Par réflexe, je tendis la main pour le prendre, mais l'instant d'après, le sac s'abattit lourdement vers le sol. Putain, c'est lourd. Surpris, je fis un bond en arrière. Elinlan, comme s'il avait prévu la situation, attrapa le sac d'une main. Et le posa sur le comptoir, déclarant d'une voix grave, ceci contient 100 taels d'or. Comme à compte. Si la marchandise est prête à temps, lors de la livraison. Je te donnerai 200 taels d'or supplémentaires. Je restais figé, l'esprit entièrement occupé par la sensation du contact. De la main de Elinlan lorsqu'il avait rattrapé le sac. Nos mains s'étaient effleurées par hasard, et cette rugosité. Chaude au toucher, ce n'était absolument pas celle d'un fantôme. Je ne pus m'empêcher de demander. Abasourdi, tu es humain? Les yeux de Elinlan se plissèrent soudain. Incrédule, tu pensais que je n'étais pas humain? Je pointai la porte arrière. Et expliquai, derrière cette porte, il y a une impasse, personne ne peut y passer. Chaque fois que tu sors par ici, tu disparais sans laisser de traces. Le sous-entendu était clair. Si c'était une personne normale, elle ne pourrait jamais en sortir. Puis je pointai la porte d'entrée. Et dis, regarde ça. Elinlan suivit mon regard, resta silencieux quelques secondes, puis s'avança et tendit la main pour toucher la porte. Mais à 1 centimètre de la porte. Une force invisible l'arrêta, l'empêchant d'avancer d'un seul centimètre. Je restai bouche bée devant cette scène. Elinlan essaya de pousser plusieurs fois, mais cette distance d'1 centimètre resta infranchissable. Voyant l'expression de terreur dans mes yeux, nous tombâmes tous deux dans le silence. J'avalai ma salive. Tirai un tabouret en plastique et fis signe à Elinlan de s'asseoir, je pense. Que nous devons parler franchement. Elinlan acquiesça. Après une conversation ouverte. Le silence retomba. Il me fallut un long moment pour revenir complètement à la réalité. Mon petit supermarché de village était donc connecté à un autre monde? C'était trop incroyable. Elinlan digéra lentement ce fait, puis se leva, je prends congé. Je reviendrai chercher la marchandise demain. Je hochai la tête, en insistant lourdement. Ces lingots d'or doivent être authentiques, sinon je ne pourrai pas te fournir autant de provisions. S'ils ne le sont pas, je ne pourrai plus te recevoir ici. Elinlan affirma d'un ton catégorique, le 10e jeune maître n'a qu'à les faire expertiser. Si les lingots sont faux, je vous laisse ma tête pour jouer au football. Langage classique? Je levai vivement la main, non, non, ce n'est pas la peine. Il suffit que les lingots soient vrais. Elinlan n'ajouta rien, tourna les talons et prit congé. En partant, il emporta les biscuits compressés et l'eau minérale achetée aujourd'hui, et laissa 50 taels d'argent. Comme paiement du jour. Alors que Elinlan s'éloignait et que le rideau du supermarché venait juste de se calmer.
J'entendis soudain un tintement clair à mes oreilles, première transaction intertemporelle réalisée. Lancement du système de supermarché intertemporel. Liaison avec l'hôte. Attention. Niveau du système, 1. Fonctions activées. Fonction de stockage, fonction de transaction. Espace-temps de transaction de niveau 1. Grande famine. Objet de transaction de niveau 1, une personne, déjà liée à Elinlan. Une série de tintements clairs retentit, suivi d'une voix électronique froide, chiffre d'affaires cumulé du supermarché. 26 000 yuan, 50 taels d'argent, 56 pièces de cuivre. 100 taels d'or d'acompte. Mode d'entrée de l'objet de transaction, faille spatio-temporelle. Objet lié, Elinlan. Les annonces du système se succédaient à mes oreilles. J'étais complètement abasourdi. Je me demandais pourquoi un général antique venait acheter des articles dans mon petit supermarché. Il s'avérait que cette épicerie modeste était devenue un supermarché intertemporel, lié à un système. D'après mon expérience de joueur, ce genre de système peut généralement monter en niveau. Actuellement, il est au niveau 1. Seulement capable de lier des transactions avec Elinlan. Plus tard, peut-être pourrais-je échanger avec d'autres personnes, voire d'autres époques. À cette idée, je devins fou de joie. Je me disais que je cherchais du travail ces derniers temps. Quelle malchance, en fait, toute la chance m'attendait ici. J'essaie mentalement d'activer la fonction d'entrepôt. L'instant d'après, la vue a changé. N'est-ce pas l'entrepôt derrière ma propre supérette? Cette vieille bâtisse de 2 étages, délabrée, est l'héritage de mes parents. Superficie totale, 80 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, environ 40 mètres carrés pour la supérette, 30 mètres carrés pour l'entrepôt, avec une hauteur sous plafond de 3 mètres. L'entrepôt dispose d'un volume de 90 mètres cubes. Les 5000 cartons de biscuits compressés et d'eau minérale apportés par Elin Lagne, même si on ne peut pas tout mettre en une fois. En 2 voyages, ça devrait à peu près tenir. La logique tient la route. Je décide d'abord de regarder l'or dans ce sac en toile. J'ouvre le sac, ce sont de solides lingots d'or, modestes et simples. Les lingots ne sont pas grands. Aplatis, plus larges aux extrémités, plus étroits au milieu. Un peu comme un nœud papillon, avec un motif gravé au centre. Je sors mon téléphone. Cherche en ligne le prix du marché des lingots d'or, et j'ai une idée approximative. Ensuite, je prends 2 lingots et les mets dans mon sac banane. Je prends aussi les 3 pièces de cuivre d'hier. Les 8 lingots restants, je les mets tous dans le coffre-fort. Cela fait, je me rends de nouveau à l'entrepôt de vente en gros, commander 5000 cartons de biscuits compressés et 5000 cartons d'eau. Coûte au moins 800 000 yuan. La quantité est trop importante, le patron du magasin de gros n'acceptera sûrement pas un crédit aussi élevé. Il faut payer un acompte ou payer à la livraison. Je n'ai pas assez d'argent sur moi. Donc je dois d'abord vendre 2 lingots d'or, et en profiter pour faire expertiser ces lingots par Kuxing pour savoir s'ils sont authentiques. Et combien ils valent. Je porte un t-shirt et un pantalon, un sac banane en bandoulière. Une tenue simple, et j'entre dans la porte de l'Antiquité, Xenlong. Kuxing me voit arriver. Ses yeux s'illuminent un instant, elle se lève d'elle-même, « Beau gars, te revoilà. Quoi de bon aujourd'hui ?» Je ne réponds pas, mon regard se pose sur une personne supplémentaire dans la boutique. Une vieille dame aux cheveux grisonnants. Kuxing remarque ma méfiance et se présente rapidement. C'est mon professeur, aussi ma tante, spécialiste en identification d'antiquités de l'université de Nancheng. La professeure doctorante Kushangxia. Je l'observe attentivement, puis sors directement mon téléphone. Ouvre le site officiel de l'université, cherche, Kushangxia. La page web montre que Kushangxia est bien une professeure doctorante. Bien que la photo ait été retouchée, les yeux, les sourcils et les cheveux courts emblématiques grisonnants sont clairement ceux de la personne devant moi. Ma méfiance s'apaise beaucoup. Je tire alors une chaise et m'assois. Le regard de Kuxing reste fixé sur mon sac banane, devinant visiblement que j'ai encore apporté de bonnes choses. Je regarde mon sac. Passe à l'offensive en me tournant vers la vieille dame, « Professeur Q, vous êtes donc l'experte dont parlait Monsieur Q. Celle qui peut identifier les pièces de cuivre ?» Kushangxia réagit à son tour, me regarde avec surprise. « Vous êtes donc le propriétaire de ces pièces de cuivre spéciales ?» Je hoche la tête, toujours prudent, sans dire grand-chose. Kushangxia, sage avec l'âge, a consulté beaucoup de documents sans trouver de mention correspondante. Donc elle voulait voir les objets en personne. Je réfléchis, sors de mon sac banane les 3 pièces de cuivre. Les pose sur la table basse devant moi. Kushangxia prend immédiatement une pièce, la regarde attentivement de près. D'abord, elle examine soigneusement les inscriptions sur la pièce, puis la sent au bout de son nez, pas d'odeur de terre. Comme le lingot d'argent que j'avais apporté avant. Ce n'est pas comme un artefact exhumé, plutôt comme un objet soigneusement collectionné. Souvent manipulé à la main. Oui, cet éclat. La sensation aussi est correcte. Après un examen minutieux, rien d'anormal. La seule chose étrange, c'est que ce type de grande quantité de pièces de cuivre, ainsi que l'inscription sur le lingot d'argent précédent, indiquant un bureau de change, je n'ai trouvé aucune mention dans aucun document. Mais ne pas avoir vu ne signifie pas que c'est faux. C'est peut-être simplement non documenté dans les archives historiques, ou d'une extrême rareté. Je patiente jusqu'à ce qu'il ait fini d'examiner. Et j'entends Kushangxia proposer un prix, 2000 yuan pièce, est-ce que ça te va? Le ton et l'expression de Kushangxia sont sincères, elle ajoute, les pièces de cuivre courantes sur le marché sont généralement 1000 yuan pièce. Mais ton modèle est inédit, il devrait être plus cher. Cependant, il y a une légère usure.
Je ne peux t'offrir que 2000 yuan pièce. Accepterais-tu de t'en séparer? Et aussi, ce qui est enveloppé dans du papier toilette? Après avoir dit cela, elle demande avec hésitation, Monsieur SH. Avez-vous d'autres bonnes choses à nous montrer, pour nous émerveiller? Je réfléchis. Sors de mon sac banane un paquet enveloppé dans du papier toilette, le pose sur la table basse. Après les 3 transactions précédentes, Kushanxia et Kuxing sont toutes deux très prudentes. Après un échange de regards, Kushanxia, avec précaution, ouvre le paquet de papier toilette. Quand un lingot doré et brillant d'argent apparaît sous leurs yeux, les deux sont encore stupéfaits, les yeux écarquillés, c'est un lingot d'argent. Je hoche la tête, sans ajouter de paroles inutiles. Kushanxia était extrêmement excité, sa voix en tremblait presque. Un lingot d'argent. Ce n'est pas comme un lingot d'argent ordinaire. Même dans l'Antiquité, les gens ordinaires n'utilisaient pas de lingots d'argent pour leurs transactions. Ils circulaient très peu sur le marché. Tout en demandant à Kuixiang d'apporter une balance, il souleva délicatement le lingot pour l'examiner. Après l'avoir observé attentivement, il le posa sur la balance et le pesa, 362 grammes. C'est bien un lingot de ditaël. Kushanxia était tout à fait enthousiaste. Elle se mit même à me servir de professeur. Dans l'Antiquité, une livre faisait 16 taëls, donc un taël équivaut à peu près à entre 31 et 36 grammes. Votre lingot est de bon aloi et de poids suffisant, c'est un objet de première qualité. Au fil des explications de Kushanxia, je hochais fréquemment la tête, comprenant à peu près la valeur des lingots d'argent. Finalement, Kushanxia arrêta de parler et me regarda en demandant, « Tu veux aussi mettre cet objet en gage ?» Je hochai la tête et poussai un soupir plein d'emphase, « J'ai besoin d'argent de toute urgence. Pas le choix, je dois le mettre en gage. » Kushanxia ne chercha pas à savoir si mes raisons étaient vraies ou fausses. Elle prit Kuixiang à part pour discuter un moment, puis revint et me demanda, « Est-ce que 800 000 yuan pour ce lingot te convient ?» Je répétai, « 800 000 yuan ?» Après avoir réalisé, je hochai la tête sans hésiter. Puis je sortis un autre lingot de mon sac, j'en ai 2, je les mets tous en gage. La joie sur les visages de Kushanxia et Kuixiang s'accentua. Elles s'empressèrent de préparer le virement. Après être parties avec le virement de 1,6 million de yuan, Kuixiang regarda Kushanxia, l'air résigné, « Tantine, c'est un mont-de-piété ici. On ne peut pas acheter au prix du marché. Si on suivait les règles du mont-de-piété, un lingot de 10 taëls se vendrait au maximum 600 000 yuan. C'est la règle. » Mais Kushanxia répondit d'un air grave, « Qu'est-ce que tu y comprends? L'inscription de ce lingot n'a jamais été vue. Il pourrait provenir d'une dynastie dont on n'a aucune trace. C'est aussi un lingot de 10 taëls. Mais s'il s'agit d'une antiquité, le prix peut varier de plus de 10 fois. Je l'ai même sous-estimé. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Comment peux-tu profiter de l'ignorance de ce jeune homme? De plus, ce jeune homme a sûrement d'autres bonnes choses chez lui. Si tu proposes un prix trop bas, tu le contraries. S'il reprend ses esprits, il ira vendre ses bonnes choses ailleurs à l'avenir. Nous y perdrions gros. » Kuixiang voulut encore discuter, quel mont-de-piété donnerait 800 000 yuan pour un lingot? Moi, 600 000 c'est déjà trop. Mais en pensant à la philosophie d'affaires de sa tante, qui valorisait avant tout l'objet lui-même. Plutôt que les gains immédiats, elle se tut prudemment. Dès que je quittai le mont-de-piété, j'appelai immédiatement le patron du grossiste, l'oncle Meng, pour passer commande. L'oncle Meng me dit au téléphone. L'eau minérale n'est pas un problème, on peut la livrer à tout moment. Le problème, ce sont les biscuits de compression. 5000 cartons de biscuits de compression à recevoir en un jour, il faudra rassembler les stocks de toute la province, voire de provinces voisines. Heureusement, j'avais une idée en tête. J'assouplis immédiatement mes exigences, marque non imposée. Emballage non imposé, pourvu qu'on ait 5000 cartons de biscuits de compression. Le plus vite possible. Après avoir reçu la promesse ferme de l'oncle Meng, je me détendis et commençai à réfléchir à la suite. Si cette grosse commande aboutissait, je pensais que la boutique, jusque-là trop modeste pour être rénovée, méritait un réaménagement. Il fallait absolument ranger l'entrepôt, en sortir tout ce qui ne servait pas pour l'instant, afin de stocker les biscuits de compression et l'eau minérale à venir. Si je décrochais cette commande, je pourrais atteindre la liberté financière. Je me donnai une piqûre de rappel, fis chauffer une portion de nouilles instantanées, les avaler rapidement, et me préparer à aller travailler dans l'entrepôt. L'entrepôt était en désordre. Plein de bric-à-brac et de cartons vides. Je décidai d'abord de sortir les cartons vides. Et de mettre en rayon les marchandises qui pouvaient l'être. À peine avais-je fini de penser que j'entendis une voix électronique claire. Activer la fonction de rangement automatique. En même temps, 2 options apparurent devant moi. Oui aux 10 000 yuan, non aux 0 yuan. En voyant 10 000, ma première réaction fut l'hésitation. Trouvant cela trop cher. Mais en y réfléchissant, ce système pourrait m'aider à ranger en permanence à l'avenir. Cet argent réparti sur le long terme revenait à embaucher un employé temporaire fiable et bon marché. C'était vraiment avantageux. Je cliquai résolument sur « Oui ». Wosha émit immédiatement un son de débit. Je vérifiai, effectivement, 10 000 yuan avaient été déduits. La fonction de rangement automatique du système s'activa comme promis. Une scène incroyable se produisit, dans l'entrepôt, les cartons en désordre. Les sacs en plastique semblaient s'animer, changer de forme tout seuls. Se déplacer. Les marchandises s'empilaient et se mettaient en carton automatiquement. Celles qui pouvaient être mises en rayon se rangeaient parfaitement sur les étagères. Ce qui ne tenait pas sur les étagères était placé dans des cartons bien ordonnés.
Les cartons sont rangés en haut des étagères. Et en plus, les étagères qui étaient un peu poussiéreuses sont devenues impeccablement propres. Même le sol de l'entrepôt est nettoyé comme si un chien l'avait léché. Je contemple les étagères et l'entrepôt d'une propreté inédite, le cœur léger. Je m'assois vite derrière le comptoir et me verse un verre d'eau. Mais à peine assis, le téléphone sonne. C'est l'oncle Meng. Qu'est-ce qu'il y a, oncle Meng? J'ai pensé aux biscuits compressés. Un problème d'approvisionnement? Ma voix devient tendue. Mais l'oncle Meng, calme, dit. Xiao, il y a une chose que je ne sais pas si je dois te dire. Dis toujours. Pas de problème. Mon cœur se serre, je me redresse. C'est à propos de ta boutique. Avant, tu l'avais confiée à ta tante, non? L'oncle Meng marque une pause, puis continue, ta tante semble avoir, à l'extérieur, contracté pas mal de dettes auprès de fournisseurs. Plusieurs grossistes m'en ont parlé. Je suis stupéfait. Je me redresse de frayeur. Comme je dois t'approvisionner, j'ai contacté plusieurs grossistes. Explique l'oncle Meng. En apprenant que je fournis pour toi, ils m'ont posé la question. Ils disaient craindre que tu ne paies pas. Mais après avoir su que tu avais versé un acompte, ils ont accepté de me livrer la marchandise. Après les explications de l'oncle Meng, je suis complètement abasourdi. Depuis que mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a un an, ma tante Zourongron s'est portée volontaire pour garder la boutique. À l'époque, je ne voulais vraiment pas gérer le supermarché, j'ai donc accepté. Nous avons même signé un contrat stipulant que pendant la gestion de Zourongron, elle assumerait seule profit et pertes, sans que cela ne me concerne. Qui aurait cru qu'il y a un mois, mon chef m'a piégé et licencié. Depuis que je suis revenu vivre ici, Zourongron n'a cessé de se plaindre, disant que le supermarché ne rapportait rien. Qu'il faisait même des pertes. Elle exigeait que je lui verse un salaire pour qu'elle continue. Je n'y croyais pas du tout. Mes parents ont fait vivre notre famille de 3 personnes pendant plus de 20 ans grâce à ce supermarché. Comment aurait-il pu perdre de l'argent? Juste à ce moment, l'année de contrat s'est achevée, j'ai donc directement repris le supermarché. Pour le gérer moi-même. Mais je n'aurais jamais imaginé que Zourongron, sous le nom de mon petit supermarché, aurait contracté de nombreuses dettes chez divers grossistes, ceux qui fournissaient notre famille depuis des années. Je les avais prévenus après mon retour que le magasin avait changé de gérant. Comment a-t-elle pu emprunter autant? L'oncle Meng rit bêtement, puis explique, après que tu leur en as parlé, les anciens habitués ont bien accordé un peu de crédit au début, mais voyant que Zourongron avait du mal à rembourser, ils ont cessé. Elle a donc cherché d'autres grossistes avec qui ta famille ne collaborait pas habituellement pour emprunter. Je comprends instantanément et dis en souriant, merci beaucoup, oncle Meng, de m'avoir prévenu. Pourrais-tu, s'il te plaît, expliquer clairement la situation à ces grossistes, qu'ils réclament leur argent à celui à qui ils ont fait crédit. S'ils n'arrivent pas à se faire rembourser, qu'ils intentent rapidement un procès. Cela ne me concerne pas. L'oncle Meng acquiesce vivement et raccroche. Je me gratte la tête, hésitant à appeler Zourongron pour lui demander. Mais en y réfléchissant, je trouve cela inutile. Dans ce genre d'affaires, celui qui agit le premier perd l'avantage. D'ailleurs, c'est Zourongron qui doit de l'argent, pas moi. Je laisse donc tomber Zourongron. Vers midi, l'oncle Meng livre la première cargaison. 3000 cartons de biscuits compressés, 2000 caisses d'eau. Après l'histoire des dettes de ma tante. Je ne tergiverse pas. Je règle immédiatement la facture sur place et promets à l'oncle Meng de payer comptant aussi pour la prochaine livraison, sans aucun retard. À ces mots, l'oncle Meng sourit de joie, ses pattes doigts se froncent. Très bien. Cette cargaison était urgente, j'ai dû avancer l'argent pour la commander chez d'autres. Ta réaction rapide me rassure. Je n'ai pas cherché à négocier le prix à la baisse comme je le pensais. De toute façon, la marge avec le commerce de Helinland est si énorme que c'est une affaire en or. Mon seul souci est de rassembler la marchandise. De bien faire les choses, sans retarder les prochains échanges. Vu que seul Helinland peut entrer dans le supermarché. Le chargement et déchargement sont gênants. Je demande donc à l'oncle Meng de laisser 2 diables à plateau qui peuvent passer par la porte arrière. Pour les remplir avec la fonction de rangement automatique, afin que Helinland puisse les tirer facilement. L'oncle Meng accepte volontiers, promettant de livrer un deuxième chargement plus tard. Puis il s'en va rapidement. Je ferme la porte principale du supermarché, n'ouvrant que la porte arrière, et j'utilise le système de rangement automatique pour placer les biscuits compressés livrés. Et l'eau bien ordonnée près de la porte arrière, à la disposition de Helinland. Peu après, la sonnette d'alerte du supermarché retentit. Helinland entre. En voyant les diables à plateau chargés près de la porte, ses yeux s'illuminent, visiblement surpris que j'ai pensé à tout cela. Avec ces 2 petites charrettes, ce sera bien plus pratique. Tire d'abord une à l'extérieur, décharge-la, puis ramène la charrette vide. De mon côté, je vais utiliser le système pour recharger l'autre. Comme ça, on gagnera du temps. Helinland acquiesça. Sans dire un mot, il me tendit d'abord une lourde sacoche en peau de mouton. Je l'ouvris pour regarder à l'intérieur. Elle contenait 20 pièces d'or bien tassées. Le paiement était au complet. La cargaison est réglée. Tu peux charger. Helinland hocha la tête, poussa une charrette pleine de marchandises et sortit par la porte de derrière. Les soldats qui attendaient dehors étaient déjà prêts. Dès que la charrette apparut, ils déchargèrent et chargèrent rapidement. Leur geste était vif et précis. En un rien de temps, toute la cargaison de la charrette fut placée sur le chariot. Ensuite, Helinland ramena la charrette vide pour que je la recharge. Ainsi de suite. Petit à petit, Helinland commença à trouver cela étrange.
Il sortait une charrette pleine, et en un instant. À son retour, l'autre charrette était déjà remplie à ras-bord, bien rangée, tandis que je me tenais à côté. Sans souffle court, sans sueur, comme si je n'avais rien fait du tout. Mais Elinlan ne posa pas de questions. Cette boutique était déjà étrange au possible, capable de relier les époques. Il était donc normal que le propriétaire fût un peu bizarre. Bientôt, le premier lot d'eau et de biscuits compressés dans l'entrepôt fut entièrement livré. Je m'expliquai auprès des Elinlan, mon entrepôt n'est pas très grand. Je ne peux en stocker qu'autant cette fois. Reviens dans 2 heures, le reste des marchandises arrivera. Je te les livrerai d'un coup à ce moment-là. Elinlan, sans la moindre hésitation, se retourna pour partir. Ces quelques milliers de caisses de provisions suffisaient à l'armée pour lancer l'assaut. Si la bataille se déroulait bien. Peut-être n'aurait-on même pas besoin des prochains stocks pour prendre la ville de Yongzhou. Mais arrivé près de la porte, Elinlan sembla se souvenir de quelque chose. Il s'arrêta, se retourna et demanda. « Eh, patron, avez-vous des médicaments pour soigner les blessures, et de l'alcool fort pour nettoyer les plaies ?»« Le plus possible. » Je compris aussitôt et hochai la tête en souriant. « Tu as peur que les soldats soient blessés au combat sans médicaments pour les soigner, n'est-ce pas? Rien de plus simple. Donne-moi assez d'argent, je vais tout de suite te faire livrer la marchandise. Je te garantis que tu auras tout ce qu'il faut. » Une lueur d'approbation passa dans les yeux des Elinlan. Il lança un « Attends un instant », puis sortit rapidement par la porte de derrière. Peu après, Elinlan revint en courant, tout en sueur, et me tendit un autre sac bien lourd. D'une voix pressée, « Pour l'instant, je n'ai que ça. Il y a 20 lingots d'argent de Ditaël. Et 10 lingots d'or de Ditaël. Si ça ne suffit pas, je compléterai la prochaine fois. » D'accord, pas de problème. Je pris le sac et y jetai un coup d'œil. J'acceptai sans hésiter. Tous deux, par tacite accord, ne parlèrent pas du prix. Moi, je ne connaissais pas les tarifs des remèdes anciens. J'avais peur de fixer un prix trop élevé qui effraierait Elinlan, ou trop bas qui me désavantagerait. Elinlan, lui, savait la valeur des médicaments en temps de guerre. En période de conflit, les remèdes, c'est la vie des soldats. Peu importe le prix, tant qu'ils pouvaient obtenir assez de médicaments, cela en valait la peine. Au début, j'avais pensé acheter directement des bouteilles d'alcool médical. Mais en y réfléchissant, Elinlan commandait plus de 10 000 soldats. Et beaucoup seraient blessés au combat. Combien d'alcool médical faudrait-il préparer? J'interrogeai plusieurs pharmacies du coin. Les propriétaires me regardèrent d'un air étrange et insistèrent. « Pourquoi veux-tu autant d'alcool? Cette substance peut non seulement désinfecter, mais aussi s'enflammer. Ne fais pas quelque chose d'illégal. » Je n'avais pas d'autre choix que d'abandonner l'idée. Après tout, l'alcool médical est fabriqué à partir d'alcool. Autant acheter de l'alcool fort directement, ça désinfecte les blessures et personne ne posera de questions. J'appelai immédiatement le père Kin, qui tenait une distillerie dans un village voisin. Il brassait depuis plus de 20 ans. Son alcool était authentique, sans mélange, et avait toujours de nombreux clients fidèles. En plus, c'était bon marché. Quand il apprit que je voulais l'alcool le plus fort, le père Kin se réjouit aussitôt. Oui, j'ai du vin distillé 2 fois, à 60 degrés exactement. D'habitude, je le vends 15 yuan le kilo. Mais si tu en prends beaucoup, je te le fais à 10 yuan le kilo. Ce vin a un degré trop élevé, les ventes sont faibles. Il est là depuis presque 1 an. Parfait, je le prends. J'acceptai sans hésiter. Puis je demandai, père Kin, combien de kilos de ce vin distillé 2 fois avez-vous en tout? Je veux tout acheter. Le père Kin inspira brusquement, surpris. Tu veux tout? J'en ai environ 300 kilos ici. Tu es sûr? Sûr, je prends tout, dis-je d'un ton catégorique. Peu de temps après, le père Kin livra le vin distillé 2 fois à la petite épicerie avec son tricycle. J'ai immédiatement donné 3000 yuan à l'oncle Kin pour régler le problème de l'alcool fort nécessaire au nettoyage des blessures, et l'alcool fort a été réglé. J'ai aussi commandé immédiatement des médicaments pour les blessures sur une plateforme, de la poudre hémostatique de Yunnan Baiyao, un spray hémostatique. Des sparadraps sans suture pour les plaies, rien ne doit manquer. D'ailleurs, il faut aussi prévoir des médicaments anti-inflammatoires et antipyrétiques, comme l'ibuprofène en comprimé, une bouteille de sang comprimé, j'en prends d'abord 100 bouteilles. Pour la pénicilline V potassique, je choisis la marque la plus abordable, j'en prends d'abord 100 boîtes, et aussi des pansements adhésifs. Du gel désinfectant pour les mains sans rinçage, j'en achète aussi en quantité suffisante. J'ai fait un calcul approximatif. L'achat de ces médicaments et de l'alcool fort m'a coûté environ 50 000 yuan au total. Je prépare ça d'abord. S'il en manque, j'en rajouterai, ai-je murmuré, me rassurant un peu. À peine la commande passée sur la plateforme, la deuxième livraison de l'oncle Meng est arrivée. En voyant l'entrepôt qui était encore plein tout à l'heure. Redevenu vide, l'oncle Meng était stupéfait. « Petit. Les marchandises que tu as reçues avant, tu les as déjà livrées. » J'ai hoché la tête en souriant. « Oui, oncle Meng. Le client a payé, et je l'ai laissé les emporter. Il faut être rapide dans les affaires. » L'oncle Meng a réfléchi un instant, s'est approché et a dit sincèrement. « Xiaoshi, nous sommes en relation depuis des années. Si tu as confiance en moi. La prochaine fois, laisse-moi simplement livrer directement pour toi. Comme ça, tu n'auras pas à te démener toi-même, ça t'évitera bien des tracas. Sois tranquille, je ne dirai pas un mot de ce qui ne doit pas être dit, je ne te causerai absolument aucun souci. » Ces paroles de l'oncle Meng montraient à la fois son souhait de me faciliter les choses et sa position. Il ne me trahirait pas,
et encore moins qu'on tournerait ma clientèle pour prendre mes affaires. J'ai souri en refusant poliment, oncle Meng, j'ai bien sûr confiance en toi. Et je sais que tu veux m'aider, me simplifier la vie, mais ce client est plutôt exigeant. Il tient absolument à venir chercher lui-même les marchandises, il n'aime pas que d'autres s'en mêlent. Vraiment, je te remercie de ta peine. L'oncle Meng a pensé que je n'avais toujours pas confiance en lui, et s'en est senti un peu déçu. Mais en y repensant, il a trouvé cela compréhensible. Pour une petite épicerie de village, une affaire de plusieurs centaines de milliers de yuan représente presque le chiffre d'affaires d'une année. Une affaire si importante, il est normal qu'un jeune homme soit prudent et ne veuille pas impliquer d'autres personnes. C'est humain. L'oncle Meng s'est lui-même rassuré, a déchargé rapidement la marchandise. S'est fait payer et est reparti précipitamment. Avant de partir, il a spécialement mentionné le problème du paiement à crédit des fournitures. Xiaoxi, j'ai parlé avec les grossistes concernés par les crédits. Ils m'ont dit qu'ils viendraient ce soir pour discuter avec toi de la façon de régler cela. Tu dois te préparer à l'avance, pour ne pas qu'ils te mettent en difficulté. Ces paroles de l'oncle Meng craignaient que les grossistes ne viennent faire du tapage s'ils ne pouvaient pas récupérer leur argent. J'ai souri en hochant la tête. Pour le rassurer, je sais, oncle Meng, merci de m'avoir prévenu. Je vais me préparer. Peu après le départ de l'oncle Meng, les médicaments commandés sur la plateforme sont arrivés les uns après les autres. Il y avait plusieurs cartons de différentes tailles. Je les ai tous reçus et rangés dans l'entrepôt. Le système les a automatiquement classés. Puis j'ai fermé la porte d'entrée et ouvert la porte de derrière. Le magasin spatio-temporel a rouvert, pour que Lin Lan puisse venir chercher ses articles plus tard. À peine avais-je fini de tout ranger que la nuit tombait. Dehors, la chaleur était toujours étouffante. Non loin, un triporteur vendait des pastèques. Un haut-parleur répétait l'annonce. J'ai soudain eu envie, j'ai crié pour l'arrêter. Patron, donnez-moi les 2 plus grosses et les plus sucrées. Le vieux voisin qui agitait un éventail passait devant la porte en se promenant avec grand-père et, il m'a taquiné en riant. Je me suis empressé de l'inviter à venir. J'ai coupé la pastèque que je venais d'acheter et lui ai tendu un morceau bien sucré. Xiaoxi, ton supermarché a toujours la porte d'entrée fermée, quel commerce fais-tu exactement? Grand-père et. Venez vite goûter. J'ai sorti des tabourets en plastique, coupé la pastèque et les partagé à tout le monde. Un groupe s'est rassemblé devant l'entrée du supermarché, mangeant de la pastèque et bavardant. En discutant, les vieux voisins ont commencé à me poser des questions sur ma situation. Certains demandaient pourquoi j'étais soudainement revenu au village pour tenir l'épicerie. D'autres si j'avais une petite amie, d'autres encore évoquaient ma tante Zourongron, demandant pourquoi elle ne m'aidait plus à garder la boutique. J'en ai profité pour prendre un air embarrassé et raconter en détail comment Zourongron avait acheté à crédit beaucoup de marchandises au nom du supermarché. Et voulait en plus que je paie son salaire. Après avoir terminé, j'ai soupiré. Je suis bien embêté. L'oncle Meng a dit que ce soir, les grossistes concernés par les crédits viendront me réclamer leur dû. Même si en tant qu'homme je n'ai pas peur, je ne sais pas comment m'expliquer clairement avec eux. À ces mots, les vieux voisins ont immédiatement réagi avec animation, discutant entre eux. Ta tante va trop loin. Elle occupe ta boutique pour faire des affaires, et en plus elle ne gagne rien. En plus, elle ose te laisser des dettes. Petit chi, tu ne dois pas rembourser à sa place. C'est un puissant fond. Si tu paies une fois, elle continuera à emprunter. De quoi as-tu peur? On est tous là pour témoigner. Il faut être raisonnable dans la vie. S'ils veulent être déraisonnables, qu'ils aillent au tribunal. Ça te concerne en quoi? Est-ce que c'est profiter d'eux? On peut penser à ce qu'a fait Zourongron. Et pourtant, elle se sentait innocente. Cette dette n'était pas à moi de rembourser. À cet instant, une petite voiture s'arrête devant la porte. 4 personnes en descendent et entrent directement dans l'épicerie. Le patron? Faites sortir le patron. Moi, qui étais déjà debout dehors. Je fais un pas en avant et dis, c'est moi, le patron. 2 hommes tenant des sacs sous les bras me dévisagent de haut en bas. L'homme au polo noir parle le premier. Où est ta mère? Je cherche ta mère. Je réponds calmement. Ma mère est morte dans un accident de voiture l'année dernière. La trouver, ce sera difficile, il faudra descendre en bas. Le teint de l'homme au polo noir s'assombrit. À côté de lui, un jeune homme en chemise à carreaux bleus enchaîne rapidement. D'un ton plus aimable, aujourd'hui, j'ai appris par l'oncle Meng que tu faisais du trafic, que tu avais acheté beaucoup de biscuits de compression. Je le regarde et je rétorque, en quoi ça te concerne? L'homme à la chemise à carreaux s'avance, tend une carte de visite et se présente. Je suis Wong, le patron du dépôt en gros feignant. Depuis un an, l'épicerie Ruya chez moi. Plus de 30 000 yuan de marchandises impayées. Aujourd'hui, je viens réclamer la dette. Les 3 autres sont dans la même situation que moi. Puis-je savoir quel lien vous avez avec l'ancienne propriétaire, Zourongron? En quelques mots, il expose clairement son intention. Je me dis en moi-même. Enfin quelqu'un de clair dans ses idées. Ce disant, je sors du comptoir. Un contrat préparé à l'avance et le 8 ans. C'est ma tante. L'année dernière, mes parents sont morts accidentellement. Je lui ai confié la gestion du supermarché. Nous avons signé un contrat, les dettes antérieures sont à sa charge. Les dettes postérieures à la mienne, aucune responsabilité mutuelle. Après avoir lu le contrat, le visage de Zhuang s'assombrit aussitôt. De toute évidence,
Il s'était déjà renseigné auprès de l'oncle Meng, et en comparant avec le contrat. Il confirme immédiatement qu'il a été trompé par Zhurongron. Les 3 autres hommes ont aussi l'air maussade. L'un d'eux, frustré, s'écrie. De toute façon, vous êtes de la même famille. C'est normal que tu rembourses à sa place. Et puis, tu n'as pas récemment fait une grosse affaire? Cet argent ne représente rien pour toi. Ces mots m'irritent profondément. C'est ma tante, pas ma mère. Ce n'est pas parce que j'ai fait une grosse affaire que je dois porter le chapeau pour elle. Même entre frères, on compte clairement. Je l'ai déjà dit. Si vous voulez vous faire rembourser, allez directement la voir. Je ne reconnais pas cette dette, alors allez au tribunal. Même en m'attaquant, ça ne servira à rien. Ils savent tous que mon épicerie est là. Depuis 20 ans, sans jamais tromper personne. Avant, je m'approvisionnais chez l'oncle Meng et quelques autres. Quand j'ai confié la boutique à ma tante, je les avais prévenus. Ma tante n'a pas pu obtenir de marchandises chez les anciens fournisseurs, alors elle est venue chez vous. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié avant de lui faire crédit? Les 2 hommes se regardent, sans savoir quoi répondre. Bien sûr qu'ils s'étaient renseignés, mais à l'époque ils ne pensaient qu'à piquer les vieux clients de l'oncle Meng. À faire une affaire de plus, sans se soucier des risques. Faire du commerce comporte des risques. On ne peut pas refuser de faire crédit simplement par peur du risque. À ce moment-là, les vieux voisins qui étaient dehors entrent aussi pour prendre ma défense. Oui, oui. La tante de Petit Chi, Zhurongron, a tenu la boutique pendant 1 an. On a tous demandé. Elle était belle et bien responsable de ses pertes et profits. Petit Chi ne lui a pas pris un sou de loyer, il ne voulait simplement pas que la boutique laissée par ses parents tombe à l'abandon. Les vieux voisins parlent tous à la fois, témoignant pour moi. Expliquant toute l'histoire aux 4 grossistes. Après avoir écouté, Zhuong, loin de se fâcher, me regarde sérieusement et propose. Patron Chi, je sais que tu n'as pas l'obligation de rembourser ta tante. Si on va la voir maintenant, il sera sans doute difficile de récupérer l'argent. Voici ce que je propose. Si tu as encore de grosses commandes à l'avenir, pourrais-tu t'approvisionner chez nous? Comme ça, on gagnera aussi un peu. Pour compenser nos pertes. Je comprends alors que ces 4 hommes sont venus aujourd'hui. D'une part pour essayer de récupérer leur argent, et d'autre part. On dit que j'ai une grosse commande, on veut attirer des affaires, je vois bien que c'est Zhurong. Voyant son regard brûlant, puis les 3 autres hommes à côté, bien qu'encore un peu réticents. Ils ont néanmoins hoché la tête. Après un instant de réflexion, j'acquiesçai. Si nécessaire, je peux m'approvisionner chez vous, mais je dois m'assurer que la qualité des marchandises est bonne et que le prix n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Pouvez-vous le garantir? Zhurong s'empressa de répondre, craignant que je ne revienne sur ma décision. Il entra volontairement dans la boutique pour jeter un coup d'œil. La boutique n'était pas grande, mais les étagères étaient particulièrement propres et les marchandises disposées avec ordre. On voyait que l'endroit était tenu avec soin. En repensant à ce qu'avait dit l'oncle Meng, je réglais les paiements sur le champ lors des commandes. Zhurong fut d'autant plus convaincu que j'avais trouvé un soutien solide et fiable. Une personne ordinaire ne pouvait absolument pas acheter autant de biscuits de compression en une seule fois, et encore moins payer sur le champ. À ses yeux, cette petite boutique n'était peut-être qu'une façade. Les véritables grosses affaires n'avaient pas besoin de compter sur des clients de détail pour faire du profit. Une fois l'accord conclu, les 4 hommes montèrent dans leur véhicule et partirent. Je regardais leur silhouette s'éloigner. Encore un peu étourdi. Ainsi, cette affaire était réglée. Mais en repensant au visage de Zhurong, si pointilleux et avide de profiter, mon instinct me disait que les choses ne se termineraient pas si facilement. Pour l'instant, je ne pouvais qu'avancer pas à pas. Jusqu'à 10 heures du soir, la boutique encore ouverte, je me souvins que j'avais oublié de dîner. Mais en pensant aux plus de 10 millions gagnés aujourd'hui, la joie au fond de mon cœur surpassa la faim, emporté par de beaux rêves. Je m'endormis profondément, ignorant totalement qu'à cet instant, Lin Lan menait ses soldats sous ses ordres pour attaquer de nuit la ville de Yongzhou. Ce soir-là, Lin Lan avait failli rester au camp, interdit de mener ses troupes au combat. Pour une seule raison, les médicaments qu'il avait rapportés aujourd'hui étaient vraiment trop efficaces. Lors de la première vague d'assaut de la journée, de nombreux soldats avaient été blessés. Le docteur Shen, suivant les instructions de Lin Lan, se lava les mains, enfila des gants stériles et nettoya les blessures des soldats. Pour les blessures peu profondes, il utilisa un coton-tige imbibé d'alcool fort pour nettoyer, puis pulvérisa un agent hémostatique anti-inflammatoire, et fit prendre un comprimé anti-inflammatoire. Non seulement il n'y eut pas de fièvre, mais les blessures formèrent rapidement une croûte. Et Zhao Jiang fut aussi blessé aujourd'hui. Son bras fut entaillé d'une plaie de la longueur d'un doigt, pas très profonde. Mais le sang coulait abondamment. Le docteur Shen nettoya la plaie avec de l'alcool fort, pulvérisa un hémostatique. Puis appliqua un pansement sans suture. Et Zhao Jiang repartit alors à l'assaut. Ce n'est qu'à son retour qu'il constata que la blessure, loin de s'être rouverte comme d'habitude, s'était refermée, signe qu'elle était sur le point de guérir. Le docteur Shen et Zhao Jiang furent tous deux stupéfaits. Auparavant, après une bataille, au moins plusieurs centaines de blessés ne pouvaient plus retourner au combat. Mais aujourd'hui, avec les médicaments rapportés par Lin Lan, à part les soldats gravement blessés qui avaient besoin de repos, les blessés légers, après application du pansement et prise des médicaments, pouvaient retourner au combat sans problème. Cela réduisait indéniablement les pertes et préservait la force de l'armée. Une telle aubaine, il n'osait même pas l'imaginer auparavant. Car il faut savoir que beaucoup de soldats ne meurent pas au combat,
mais faute de soins après leur blessure. Succombant à l'infection, à la fièvre et à l'épuisement. C'est pourquoi Zhao Jiang alla spécialement consulter Lin Lan. Pourquoi ne pas rester au camp ce soir? Les blessés ont besoin de médicaments, tu pourrais encore aller te réapprovisionner dans cette boutique. Si tu arrives malheur, nous n'aurions plus la chance d'acheter d'aussi bons remèdes. Et Lin Lan réfléchit un instant, puis enfila une armure de cuir. Comme ça, tu devrais être rassuré. Et Zhao Jiang, voyant son regard déterminé, ne l'empêcha finalement pas et le laissa aller au combat. Avec l'appui de ces remèdes miraculeux, le moral de l'armée fut grandement renforcé. Les soldats savaient que les petites blessures n'étaient pas un problème. Qu'avec les médicaments, les plaies guériraient vite. Aussi chargèrent-ils avec une bravoure encore plus grande. Au moment où la ville de Yongzhou fut prise, le général en chef de la défense, plein de perplexité, se demandait comment. Alors que leurs espions avaient rapporté que l'armée de He manquait de vivre depuis plusieurs jours, ils pouvaient encore être si vaillants, tous sans crainte de la mort. La réponse qui lui fut donnée ne fut pas une justification de ces hommes, mais une flèche qui lui transperça la poitrine. Avec la chute de Yongzhou, Lin Lan ordonna d'une voix grave, les riches de la ville peuvent être pillés. Mais il est interdit de tuer les civils et de harceler les femmes. Quiconque désobéit sera décapité. Les soldats, ravis, se précipitèrent dans la ville. Vers les demeures des riches aux hauts murs et grandes cours. Et Lin Lan regarda les soldats déferler. Les yeux pleins d'indifférence. L'armée, bloquée devant la ville et affamée depuis plusieurs jours, avait accumulé trop de ressentiment. Ne piller que sans tuer était déjà la plus grande clémence. Il se tourna vers l'endroit où se trouvait Zhao Jiang, s'inclina et dit, « Général en chef. Je rentre d'abord. » Et Zhao Jiang le regarda, constatant qu'il n'était pas blessé. Il hocha la tête. Et Lin Lan retourna à Xima et se rendit directement chez le docteur Shen. Pour confirmer le nombre de blessés et la liste des médicaments nécessaires, le docteur Shen désigna sur la table la farine et l'aconite, et dit avec empressement, « Il en faut 1000. Non, le plus possible. Et aussi cette poudre hémostatique. Le désinfectant et les anti-inflammatoires, tout doit être préparé en grande quantité. » Et Lin Lan regarda le ciel, sachant qu'il était déjà tard et que la boutique était fermée. Elle décida donc de profiter de ce temps pour dresser une liste complète des médicaments nécessaires, afin de ne rien oublier. Après avoir établi la liste, Lin Lan se rappela quelque chose et appela à l'extérieur. Que l'on aille chercher les lingots d'or et d'argent saisis dans chaque maison. Choisissez aussi des bijoux et des étoffes de bonne qualité, et apportez-les également. Et Lin Lan donna ses ordres. Elle savait que la boutique n'acceptait ni billets ni monnaie d'argent. Seulement des lingots et des pièces de cuivre. Quant aux bijoux et aux étoffes, le jeune propriétaire de la boutique les aimerait peut-être et voudrait les acheter, pour des médicaments si précieux. Il faut bien montrer sa gratitude. Et Lin Lan prit la liste et alla vérifier avec le docteur Shen. Après avoir examiné la liste, le docteur Shen marmonna, « Peut-on en acheter autant que possible ?» Et Lin Lan, un peu perplexe, demanda, « Cela ne suffit-il pas ?» Le docteur Shen lui lança un regard sévère. « Aujourd'hui, cela suffit, mais à l'avenir, quand nous en aurons besoin pendant les batailles, devrons-nous faire des milliers de lits pour en acheter à Xima, tant que nous pouvons en acheter maintenant? Préparons le plus possible pour parer à toute éventualité. Compris? Je vais m'en occuper. » Et Lin Lan comprit soudain. Le lendemain matin, après m'être lavé et habillé, à peine avais-je ouvert la porte arrière du supermarché que Lin Lan entra. En se voyant, tous deux furent un instant surpris. La femme devant lui s'était visiblement parée. Elle portait une robe blanche et propre, élégante et nette. La bataille est gagnée, plus besoin de porter l'armure. Une rougeur imperceptible colora ses joues. Détournant mon regard, elle poussa doucement le coffret vers moi. Sa voix trahissait une légère précipitation, « C'est pour toi. » Je regardai le coffret. Incrusté de coquillages et de fils d'or et d'argent, un étonnement dans les yeux. Et Lin Lan posa le coffret sur le comptoir. Et me fit signe de l'ouvrir. Dès que le couvercle se souleva, une pleine boîte de pierres précieuses et de lumières éclatantes frappa mes yeux, m'éblouissant un instant. Je repris mes esprits. Et sortis prudemment les objets un par un. Il y avait toutes sortes de bibelots d'art. Des pendentifs en pierres précieuses et des ornements, chacun d'un travail extrêmement raffiné. L'élégance du cloisonné. La splendeur des incrustations de joyaux, et des perles qui les ornaient, tout cela montrait au moindre regard qu'il s'agissait d'œuvres d'artisans antiques, martelées et ciselées à la main, portant une simplicité et un savoir-faire unique. Mon cœur devint lourd. Une telle boîte d'ornements devait valoir une fortune dans l'Antiquité. Je levai les yeux vers Lin Lan, ma voix pleine d'interrogations, d'où vient tout cela? Lors de l'assaut de la ville la nuit dernière, nous avons fouillé les maisons. J'ai choisi les plus jolies. Et t'en ai rempli un coffret. Le ton de Lin Lan était calme, mais ses yeux trahissaient une certaine complaisance. À peine eut-elle fini de parler qu'elle me vit froncer les sourcils, une expression de répulsion sur le visage. Pillés, ce ne sont pas des objets de mort, j'espère, trop sinistres. Et Lin Lan comprit aussitôt mes pensées et s'empressa de s'expliquer, on n'a pris que les objets. Sans blesser personne. Aucune vie n'a été prise. Mon cœur se calma un peu. Tant qu'il n'y a pas eu de meurtre, ce n'est pas trop mal. Je réfléchis un instant. Puis lever la tête et demander, que veux-tu? Des objets si précieux ne se donnent pas pour rien. Et Lin Lan agita la main, d'un ton sincère. Ce sont des cadeaux pour toi. En plus, j'ai préparé des lingots d'or et d'argent. Je voudrais acheter plus de médicaments pour blessures chez toi, le plus possible. D'accord? Pas de problème. J'acquiesçai joyeusement.
Et Linlan sortit immédiatement de sa manche une liasse de listes. Et se mit à les lire mot à mot, en entendant la longue liste de noms de médicaments et de quantités. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Cette quantité, même vider une pharmacie entière ne suffirait pas. Tu en demandes trop. Je ne suis pas sûr de pouvoir en acheter autant. Nous avons ici certains médicaments. Si j'en achète trop, cela risque d'alerter les douanes, et je pourrais même me faire arrêter. Je marque une pause. Si tu veux bien attendre, je note d'abord les quantités. Je vais voir les stocks disponibles et te donner ma réponse. Et Linlan comprend très bien. Elle hoche la tête en signe d'accord, fixe un rendez-vous pour venir écouter la réponse demain matin, puis se lève pour prendre congé. Mais son regard s'arrête sur les nouilles instantanées alignées sur l'étagère, une lueur d'espoir brille au fond de ses yeux. Souviens-toi, les 2 cartons de nouilles instantanées que tu m'as offerts étaient délicieux. Combien coûtent-elles? Je ne peux m'empêcher de rire. L'odeur des sachets d'assaisonnement des nouilles instantanées. Conçus pour captiver les papilles, comment un ancien pourrait-il résister à une telle tentation? Tu les aimes? Je t'en offre 2 autres cartons. Si tu veux acheter, 5 taels d'argent pour 10 cartons. Ce sont des paquets grand format, 24 sachets par carton, le prix d'achat n'est pas donné. C'est déjà un prix honnête. Je calcule en secret, 5 taels équivalent à environ 6000 yuan. Et mon prix de revient est de près de 60 yuan le carton, 10 cartons ne coûtent que 600 yuan. Je fais un bénéfice de 9 fois la mise. Effectivement honnête. Et Linlan, sans un mot, tend une pièce de 10 taels d'argent. Alors j'en prends 20 cartons. Je n'ai pas assez de stock ici, je te les ferai livrer plus tard. Je hoche la tête, puis mon regard se pose sur les bouteilles d'Ergotou, sur l'étagère du bas. D'un ton plus suppliant, le vin fort que tu m'as donné la dernière fois, les soldats disent qu'il est excellent. Mais le docteur Chen veut le garder pour nettoyer les blessures des soldats. Il ne les laisse pas boire. Les soldats viennent de remporter une victoire et veulent fêter ça avec un peu d'alcool. Pourrais-tu me vendre un peu plus de vin? 1 fois, 2 fois, on se connaît, je t'en préparerai. Ils discutent ensemble du transport du vin et des nouilles instantanées. Et Linlan, avec un peu de regret, quitte le supermarché temporel par la porte de derrière. Au camp militaire, le docteur Chen l'attend déjà à l'entrée de sa tente. Dès qu'il voit Linlan revenir avec un carton, il s'approche avec excitation, les yeux fixés sur le carton. Curieux, il demande, « Tu as encore rapporté des nouilles instantanées? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le patron dit que ce sont des saucisses à la fécule, il suffit de les éplucher pour les manger, répond Linlan. C'est bon, demande le docteur Chen distraitement, puis il reprend un air sérieux. Non, il faut d'abord vérifier si c'est toxique. Sur ce, il prend les nouilles instantanées et les saucisses. Il attrape un bol et des baguettes, et se prépare à faire l'essai. L'odeur des nouilles instantanées se répand lentement, attirant peu à peu de nombreux soldats autour de la tente. Des yeux rivés sur le bol et les baguettes du docteur Chen, la salive coule au coin des lèvres, chacun l'envie en secret. Pouvoir goûter un tel délice le premier, même pour tester le poison, ça en vaut la peine. Après avoir vu Linlan partir, je reste figé quelques secondes avant de revenir à moi. Je range soigneusement les bijoux et les ornements dans leur coffret, que je verrouille dans le coffre-fort. En 20 ans et quelques, c'est la première fois qu'une femme m'offre quelque chose d'aussi précieux. Un sourire monte malgré moi à mes lèvres. Je me fais la promesse intérieure, pour ce geste, je ferai en sorte que cette affaire soit menée à bien. Je range un peu. Et ferme la porte avant du supermarché. Je sors prendre mon petit déjeuner et me dirige tout droit vers le stand de nouilles que je fréquente. À cette heure, une longue queue s'étend déjà devant, et à l'intérieur, il n'y a pas une place libre. Je parcours la foule des yeux. Et trouve rapidement la personne que je cherche, Shen Yu, le propriétaire de la pharmacie Printemps. De bon matin, à côté du bol de riz de Shen Yu, trône une bouteille de bière glacée. Il sirote tranquillement ses nouilles tout en buvant une gorgée de bière, visiblement détendue. En voyant la bouteille encore à moitié pleine, mon cœur se relâche un peu. Il n'a donc pas trop bu hier soir. On pourra bien discuter aujourd'hui. Peu après, je m'assois en face de Shen Yu, mon bol de riz à la main. Je le salue en souriant, « Oncle Shen, vous prenez votre petit déjeuner ?» Shen Yu lève les yeux, me jette un coup d'œil et dit d'un ton taquin, « Petit, j'ai entendu dire que tu as fait une grosse affaire récemment. » Je montre les dents sans nier. Et, ce n'est que de la chance. Les nouvelles vont vite dans ce village. Ce qui s'est passé hier est déjà connu de tous aujourd'hui. Je vois Shen Yu finir sa bière. Et ses nouilles aussi sont presque terminées. J'avale rapidement le contenu de mon bol et le rattrape à grands pas. D'un ton sincère, « Oncle Shen, j'ai quelque chose à vous demander conseil. » Shen Yu se retourne, me regarde, et un sourire entendu éclaire son visage. « Toi, petit. Si ce n'était pas important, tu ne viendrais pas vers moi de toi-même. Allez, dis. Quel était le problème ?» J'ai ri bêtement, un peu gêné. À l'époque, j'étais petit et je ne savais pas ce que je faisais. Désolé de vous avoir fait rire, oncle Shen. Par ne pas savoir, je faisais référence à une vieille histoire. Ce matin-là, je me suis levé tôt. J'ai trouvé Shen Yu ivre-mort devant la supérette, il vomissait comme un damné. J'avais si peur que j'ai éclaté en sanglots. Plus tard, c'est mon père qui est venu, il l'a emmené à l'hôpital pour lui faire un lavage d'estomac et une perfusion. Ça lui a sauvé la vie. Depuis ce jour, chaque fois que je voyais Shen Yu, je fuyais loin de lui.
J'avais peur de le revoir ivre-mort par terre. Shen Yu a souri, sans plus évoquer le passé. Il s'est avancé en tome jusqu'à la porte de la pharmacie, a appuyé sur le rideau métallique. Avec la clé, il a déverrouillé la serrure, soulevé la porte, puis a sorti un tabouret en plastique pour moi. Allez, dis-moi. De quoi s'agit-il exactement? Une fois assis, je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai dit franchement, oncle Shen. Un ami à moi veut acheter des médicaments. Comme la quantité est assez importante, il m'a demandé de venir vous parler. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Quelle quantité? Demanda Shen Yu, comme ça. J'ai tout de suite sorti la liste que Elin m'avait donnée et la lui étendue. Shen Yu a pris la liste. Il l'a examinée attentivement, puis ses yeux se sont écarquillés. Sa voix était pleine de stupéfaction. Tout ça? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? J'ai émis un rire forcé. J'avais déjà préparé mes mots. Une grande entreprise organise un entraînement en extérieur. Ils disent que l'entraînement sera très intense. Donc ils veulent préparer des médicaments à l'avance, au cas où. Je n'y connais rien. De toute façon, c'est simple, un échange argent contre marchandises, sans histoire. Shen Yu a compris, donc la grosse affaire que tu as faite avant, c'était aussi cette entreprise qui achetait des médicaments. J'ai hoché la tête rapidement, oui, c'est bien eux. Shen Yu a hésité un instant, puis sa voix est devenue plus douce, comme s'il voulait me conseiller. Xiaoshi, tu dois demander clairement ce que fait cette entreprise. Ne te fais pas avoir par une secte. Si jamais il y a un problème, tu risques d'être mêlé à tout ça. Je sais que depuis que tes parents sont partis, ta vie n'est pas facile. Si tu manques vraiment d'argent, oncle Shen a encore une centaine de milliers ici. Prends-les d'abord, ne fais pas de façon. En disant cela, Shen Yu a sorti son téléphone et s'est vraiment préparé à me faire un virement. J'ai vite tendu la main pour l'arrêter, oncle Shen, je sais que tu tiens à moi. Merci vraiment beaucoup. Mais je n'ai pas besoin d'argent, je peux gagner ma vie. La personne qui veut les médicaments est responsable des achats dans l'entreprise. Ils vont faire une activité avec 10 000 personnes environ. Normalement, ils auraient pu contacter directement une compagnie pharmaceutique. Mais parce qu'il est de bonnes relations avec moi, il veut que je gagne aussi une commission. C'est pour ça qu'il m'a demandé de venir. Après maintes explications, j'ai finalement convaincu Shen Yu de ranger son téléphone et il a accepté de fournir les médicaments. Shen Yu a relu attentivement la liste et a vu qu'il s'agissait principalement de médicaments courants, anti-inflammatoires et pour les blessures externes. Si vraiment il y a 10 000 personnes, cette quantité n'a rien d'étrange. Il a réfléchi un moment. Finalement, il a hoché la tête, les médicaments sur ta liste, je peux aller te les acheter. Au plus tôt, ce sera dans 3 jours. Ça te va? Ça me va. Merci beaucoup, oncle Shen. J'ai hoché la tête fermement, un sourire de joie sur le visage. Shen Yu a soupiré, d'un ton un peu résigné, si c'était quelqu'un d'autre qui venait t'acheter. Je vendrais sans dire un mot. Mais toi, c'est différent, je dois m'inquiéter pour toi. Je savais bien que par « différent », il me considérait comme son propre neveu. Il pensait vraiment à mon bien. Je lui ai souri avec reconnaissance, merci, oncle Shen. Je te remercie pour ta peine. Toi, petit, pourquoi es-tu si poli avec moi? Shen Yu m'a lancé un regard noir sans méchanceté, puis a souligné les risques, acheter trop cher, ce n'est pas grave. Mais si jamais tu achètes des médicaments contrefaits et que quelqu'un meurt, tu pourrais bien être impliqué. Alors tu pleuras trop tard. Oui, oncle Shen, tu as raison. Je ferai plus attention à l'avenir. J'ai hoché la tête à la hâte, d'un air très sincère. Une fois que Shen Yu eut fini ses recommandations, j'ai demandé en souriant, oncle Shen. Alors quand est-ce que le premier lot de médicaments sera prêt? J'en ai besoin de toute urgence. Shen Yu m'a encore lancé un regard noir, mais il s'est levé quand même, je vais aller voir ça pour toi. Combien de stock reste-t-il dans l'entrepôt? D'abord, rassemblé en un lot, dit-il. Shen Yu l'entra et, peu après, sortit 3 caisses qu'il posa devant moi. Tout le stock actuel est-il ici? Reprenez-le d'abord, le reste, d'ici 3 jours. Je vous le livre à votre épicerie. D'accord, merci oncle Shen. Je me levai rapidement. Combien cela coûte en tout? Je vous paie d'abord. Pourquoi tant de hâte? Shen Yu l'agita la main. Quand je serai de retour avec les nouvelles marchandises. Nous réglerons ensemble. Ce n'est pas une question de quelques jours. D'accord. Je suivrai votre conseil, oncle Shen. Alors, je m'en vais, dis-je. Je m'apprêtais à soulever les caisses pour partir, mais Shen Yu m'arrêta. Tu les portes comme ça? Après avoir pris congé de Shen Yu, je me précipitai à la brasserie pour voir Kinbo. Kinbo m'avait vendu 300 gins d'alcool fort hier. Me voyant revenir aujourd'hui. Il eut soudain un large sourire. Ah, c'est toi, mon garçon. Tu reviens acheter de l'alcool? Je hochai la tête en souriant. Oui, Kinbo. Mon ami dit que ton alcool est bon, il m'a demandé de lui en acheter encore. Cette fois, il en faut 2000 gins. Pour une troupe de 10 000 personnes, à raison de 2 lions par personne, cela devrait suffire. Kinbo douta d'avoir bien entendu et demanda machinalement, seulement 2000 gins? Oui, 2000 gins. Je hochai la tête. Ajoutez-je, il faut qu'il soit fort. Goûtez-le. Pour voir s'il vous convient. Je m'empressai de refuser d'un geste, l'air dégoûté. Non, Kinbo. L'alcool ne m'intéresse pas. Ça descend de la bouche. Jusqu'à l'estomac, ce n'est pas bon du tout.
Kinbo n'insista pas. Il dit en souriant, toujours au même prix que la dernière fois, 10 yuan le jean. Je te le mettrai dans des bidons en plastique et te le livrerai à ton épicerie. D'accord. Merci, Kinbo. Après l'avoir remercié, je retournai à mon épicerie. J'avais déjà commandé des nouilles instantanées par téléphone, il fallait que je rentre pour attendre la livraison. J'ouvris la porte du supermarché, sortis une chaise longue et m'assis à l'entrée. Puis je sortis mon téléphone et me mis à faire défiler des vidéos. C'était un jour nuageux, un vent frais soufflait à la porte, ce n'était pas trop chaud. Je sortis mon téléphone et parcourus des vidéos. Mais au bout d'un moment, je remarquai quelque chose d'étrange, la plupart des vidéos suggérées portaient sur des antiquités chinoises. Des lingots d'argent, des bijoux. Je ne pus m'empêcher de soupirer. Je suppose que c'est parce que j'avais cherché en ligne le prix des lingots d'argent. Et que les données avaient capté mes centres d'intérêt, d'où ces recommandations incessantes. En quelque sorte, ça me comprenait. Entre-temps, j'avais vendu quelques paquets de cigarettes et quelques bouteilles d'eau. Alors que je regardais avec intérêt les prix des antiquités, j'entendis soudain une voix féminine surprise. « Beau gosse, toi aussi tu es là. » Je levai la tête. Je découvris une grande et belle femme portant des lunettes à monture dorée, debout devant moi. Elle me regardait de haut, le visage radieux de joie. En y regardant de plus près. C'était Shui Xiang, la propriétaire du mont-de-piété à qui j'avais vendu mes lingots. Un peu surpris. « Tu habites près d'ici? Je ne t'avais jamais vu avant. » Shui Xiang secoua la tête. Elle dit en souriant, « Non, mon grand-père habite ici. Je suis venu lui rendre visite, et je t'ai vu tout de suite. »« Qui est ton grand-père » demandai-je négligemment. « Il s'appelle Shuping, répondit Shui Xiang. À ces mots, un signal d'alarme retentit dans ma tête. Je me plaignis en moi-même. C'est fichu. Shui Xiang est donc la petite fille de grand-père et. Grand-père est un ancien du village. Il a vécu ici toute sa vie. Il connaît presque tout le monde dans le village, et c'est tout de chaque famille. Mes parents sont des gens ordinaires, d'où pourrais-je avoir des trésors de famille? Encore moins autant de lingots. Si je les avais vendus au mont-de-piété, et que Shui Xiang interroge grand-père et sur moi, mon secret risquerait d'être découvert très vite. Je fis un rire forcé, avec un ton presque suppliant, « S'il vous plaît, ne répétez surtout pas. Patronne Shui, les villageois se connaissent tous. Ne dites surtout pas que je vous ai vendu des choses. Sinon j'aurai des ennuis. Sois tranquille. » Pas de problème, Shui Xiang a accepté sans hésiter et a même pris l'initiative d'expliquer. Dans notre métier de prêteur sur gage, le plus important est de rester discret, de ne pas s'enquérir de ce qui ne nous regarde pas. De ne pas dire ce qui ne doit pas être dit, je ne te causerai aucun souci. J'avais encore quelques doutes. Mais je n'ai pu que hocher la tête. Je te fais donc confiance. Me voyant ne plus parler. Shui Xiang hocha aussi la tête avec tact. Je vais voir mon grand-père. Après son départ. Je n'avais même plus la tête à regarder des vidéos, les yeux fixés sur la route, le front plissé. L'esprit rempli de tracas. Il restait encore pas mal de lingots d'or et d'argent. Devais-je encore en vendre à Shui Xiang? Si quelqu'un demandait d'où venaient ces objets, comment expliquer? Et si l'affaire était découverte, que la police débarque, comment me justifier? J'avais de l'argent en poche, mais je n'osais pas le dépenser au grand jour. Cette richesse évidente. Qu'il fallait cacher, quelle souffrance. Qui pourrait comprendre? J'ai attrapé mes cheveux avec agacement. La tête me tournait. Jusqu'à ce que la camionnette de l'oncle Meng s'arrête devant la boutique et klaxonne 2 fois. Je revins à moi et me levai précipitamment pour l'accueillir. « Chi, ouvre-moi, je vais te ranger la marchandise dans l'entrepôt. » L'oncle Meng passa la tête. Lançant un sourire. J'ouvris vite la porte de l'entrepôt, le regardant manœuvrer habilement en marche arrière. Le cul du véhicule face à la porte, puis nous déchargeâmes ensemble les nouilles et l'eau. Après le déchargement, l'oncle Meng s'épongea le front et me parla des nouvelles du village. « Chi, j'ai entendu dire que ces 4 grossistes préparent une plainte contre toi. Ils t'ont causé des soucis hier. Rien de grave ?» Tout en vérifiant le nombre de colis, je répondis distraitement. « Qu'est-ce qui pourrait arriver ?» Je leur ai dit les choses clairement, je leur ai montré le contrat, ils n'ont plus rien à dire. Ils ne gagneraient pas un procès. L'oncle Meng hésita, resta silencieux un moment. Puis ne put s'empêcher de demander. « Et ils n'ont pas dit que tu devrais encore commander leurs produits à l'avenir ?» Je le regardai, surpris. « Comment sais-tu qu'ils me l'ont demandé ?» L'oncle Meng rit, gêné. « Et, le village est petit. Les nouvelles vont vite. Quelqu'un m'a prévenu. » Je hochai la tête. Sans esquiver. Ils l'ont demandé, mais je n'ai pas accepté. Oncle Meng, nous sommes de vieux partenaires. Pour toute marchandise. Je te donnerai la priorité à toi. Si tu n'as pas ce qu'il me faut, je verrai chez eux. Il n'y a pas de mal à demander, non? Après tout, nous n'avons pas de contrat d'exclusivité. Oui, oui, tu as raison. Je comprends. Je comprends. L'oncle Meng hocha la tête à la hâte, tout en disant comprendre. Son visage affichait encore un peu de gêne. Je n'ajoutai rien, montrant mon téléphone. Oncle Meng, je t'ai transféré le paiement. Vérifie. La prochaine fois que j'aurai besoin, je t'appellerai. Bien, bien. Je m'en vais alors. L'oncle Meng jeta un coup d'œil à son téléphone, confirma la réception. Puis il partit en voiture. Peu après son départ, l'oncle King arriva avec des hommes pour livrer l'alcool. Je dirigeai tout le monde pour ranger les tonneaux d'alcool dans l'entrepôt, un par un. Tout était prêt. Je regardai l'heure, estimant que Linland devait bientôt arriver. Je fermai la porte avant du supermarché,
accroché une pancarte, le patron est sorti pour affaires, contacté par téléphone. Puis j'ouvris la porte arrière. Le supermarché spatio-temporel ouvrit de nouveau. Peu après, Eileen Lam entra, portant une lourde caisse. Pleine de lingots d'or. Me voyant, elle prit la parole la première. Ses yeux s'habituèrent à la lumière du seuil. Tout est prêt? Je hochai la tête. Indiquant les articles près de la porte arrière. Tout est prêt. 2 diables à roulettes sont remplis. Les médicaments restants sont à côté des diables. Eileen Lam ne regarda pas d'abord les marchandises, mais ordonna à ses soldats de lui passer la caisse de lingots. Elle me la remit en main propre, d'un ton sérieux. Voici 300 taels d'or, pour payer ces médicaments et cet alcool. Compte pour voir. Si cela suffit. J'ouvris la caisse, jetai un coup d'œil. Les lingots d'or brillaient, bien alignés. Une lueur de joie traversa mes yeux. Je hochai la tête vivement. Assez, assez. Vous êtes trop aimable, général et... Au fait, à l'avenir, ne me donnez plus d'argent. Je ne veux que des lingots d'argent, et ils doivent être intacts, sans choc ni déformation. Avec des poinçons durs, cela me facilitera le traitement. Eileen Lam accepte immédiatement. D'un ton léger, la dernière fois, lors de la confiscation, dans les maisons des riches. Au total, nous avons saisi des centaines de milliers de taels d'argent et plusieurs milliers de taels d'or, assez pour acheter beaucoup de choses chez toi. À l'avenir, je n'aurai plus à m'inquiéter de manquer de lingots. Elle s'approche de la charrette et regarde les nouilles instantanées. Elle regarde ensuite les tonneaux de vin et dit, hésitante, les nouilles instantanées sont très bien. La quantité est suffisante, mais pour ces 2000 gins de vin, je pensais qu'un bol par personne serait juste assez. Mais à voir, si les soldats se laissent aller, cela ne suffira probablement pas. Pourrais-tu en ajouter un peu plus? Sans expliquer, j'ouvre l'un des tonneaux. Et j'en verse un peu pour qu'elle goûte. Eileen Lam prend le bol et boit une gorgée sans hésitation. La seconde suivante, ses traits se contractent en une expression exagérée, les sourcils froncés. Ses lèvres se tordent, ce vin est trop fort. Elle est prise au dépourvu. Elle ressent une brûlure épicée qui descend de la gorge à l'estomac, tout son corps s'échauffe. Alors, qu'en penses-tu? Avec ce vin, un bol par personne. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Suffisant, suffisant, bien trop suffisant. Eileen Lam ordonne aux soldats de retourner au camp, puis elle se tourne pour revenir au supermarché, ayant encore des affaires à discuter avec moi. Les soldats avaient déjà entendu dire que le patron de cette boutique mystérieuse était un jeune homme beau et élégant. Voyant maintenant le général rester délibérément, ils se mettent à chahuter, oh. Pas étonnant que le général soit si bien habillé aujourd'hui, c'est donc pour le patron. Quoi, bien habillé? Le général est vaillant et d'une prestance exceptionnelle. Général, allez vaquer à vos affaires, nous allons bien. Nous attendons le général au camp. Oui, oui, si le général est occupé. Rentrer au camp ce soir n'est pas nécessaire, nous comprenons. Le groupe éclate de rire. Portant les tonneaux de vin, il s'enfuit en faisant du bruit, ne laissant que Eileen Lam seule. Immobile, elle secoue la tête avec un sourire impuissant, mais ses oreilles rougissent discrètement. Lorsque les soldats sont loin, Eileen Lam se retourne et entre dans le supermarché. Je tire un tabouret en plastique pour elle. Je le place devant le comptoir et dis en souriant, assieds-toi. Qu'y a-t-il d'autre à me dire? Eileen Lam s'assoit calmement et sort de son sein un sac en tissu qu'elle me tend. Voici encore quelques lingots d'argent, en guise d'acompte. Merci de préparer le reste des médicaments dès que possible. J'ouvre le sac en tissu. Il contient encore 30 lingots d'argent, ce qui représente à nouveau plus de 20 millions. Je suis immédiatement ragaillardi. Je sors mon téléphone, ouvre la liste des médicaments que j'ai photographiés, et la lui montre. Ces médicaments prendront encore 3 jours pour être prêts. Est-ce que cela te convient de ton côté? Le regard de Eileen Lam se pose sur mon visage, une lueur de douceur traverse ses yeux, et elle répond doucement. C'est suffisant. Dans 3 jours, l'ordre d'évacuation ne devrait pas encore être donné. Elle fait une pause, puis reprend lentement, avec une certaine mélancolie dans la voix. Prendre la ville de Yongzhou est le mérite des soldats, mais les négociations de paix qui suivent relèvent de la cour impériale, je ne peux pas m'en mêler. Maintenant que l'armée a accompli les batailles les plus difficiles, ce qui reste est que mon père et moi devons écouter les ordres de la cour, soit rentrer au pays, soit rester stationnés ici. Soit revenir à l'ancienne préfecture de Taizhou. Une lueur d'inquiétude traverse les yeux de Eileen Lam. Sa Majesté est suspicieuse. Je pense qu'il n'osera pas nous laisser, mon père et moi, ensemble dans le camp. Il y a de fortes chances qu'il transfère l'un de nous. Dans mon cœur, je ressens soudain une certaine tristesse. Ces médicaments ne sont pas urgents maintenant, mais préparés pour plus tard. Si par la suite l'armée est déplacée, j'aurai probablement du mal à revenir dans ta boutique. C'est pourquoi le docteur Chen de l'armée a suggéré que nous stockions plus de médicaments tant que nous sommes encore ici, pour parer au cas où il n'y aurait plus d'endroit où en acheter. Après l'avoir écouté, je suis d'abord stupéfait, puis je ne peux m'empêcher de rire. Tu es bête ou quoi? Toi seul peux entrer ici, où que tu sois. Tu peux trouver cet endroit. Eileen enlève brusquement la tête, les yeux pleins de stupéfaction. Elle demande directement, c'est vrai? Je lui explique en souriant, bien sûr que c'est vrai. Tu n'as qu'à penser en toi-même supermarché temporel, puis marcher 50 pas vers le nord. Encore 20 pas vers l'est et tu verras la porte du supermarché, c'est la règle du magasin.
Je pensais que tu le savais, intérieurement je me félicitais de lui avoir dit. Et Linlan est mon gros client, s'il partait et ne revenait pas, je perdrais une belle somme. C'est mon arme secrète pour m'enrichir, je ne peux absolument pas la perdre. Et Linlan me regarda, bouche bée. Son visage affichait une incrédulité totale, il lui fallut un moment pour reprendre ses esprits, sa voix teintée d'excitation. C'est vraiment possible? Je sors tout de suite essayer. En voyant son dos filer précipitamment. Je ne pus m'empêcher de rire. Ce général naïf était si crédule, mais une chaleur m'envahit le cœur. En fait, il ne me considérait pas comme un simple commerçant. Mais comme un ami digne de confiance, peut-être même. Un peu plus encore. Je secouai la tête pour chasser ces pensées embrouillées. Je commençai à ranger l'entrepôt. Les commandes de Linlan devenaient plus grandes, et les marchandises s'accumulaient. Heureusement, le système de rangement automatique m'aidait, sinon je n'aurais jamais pu gérer tout seul. 3 jours plus tard. Shenheyu apporta bien les médicaments restants, je réglai sur le champ. 2 jours encore passèrent. Et Linlan vint avec ses soldats chercher les remèdes. En voyant l'entrepôt rempli de marchandises, ses yeux montrèrent une grande surprise. « Tu as vraiment tout préparé ?» Je hochai la tête et dis en souriant. « Bien sûr, je ne peux pas entraver tes affaires sérieuses. » Et Linlan me regarda. Son regard chargé d'émotions complexes, gratitude, appréciation, et une tendresse à peine perceptible. Il resta silencieux un moment, puis dit « Chii, attends-moi. » Je restai figé, puis compris le sens de ses paroles. Mes joues rougirent. Je baissai la tête et répondis doucement « D'accord. » Et Linlan sourit. Se tourna et partit avec ses soldats, son dos droit et déterminé. Je regardai sa silhouette disparaître derrière la porte de derrière. Je restai là, le cœur soudain envahi par une émotion indéfinissable. Peut-être était-ce le destin. Un général venu du passé, un garçon ordinaire du présent, réunis par un petit supermarché. Se connaître, s'aimer même. Je secouai la tête pour chasser ces idées confuses. Je commençai à faire le bilan des gains du jour. L'or et l'argent apportés par Linlan suffiraient à me faire vivre toute une vie. Mais ce n'était pas seulement ces richesses que je désirais. Je m'avançai jusqu'à la porte du supermarché. Regardant le ciel au loin, pensant silencieusement qu'il devait revenir sain et sauf. Je savais que je l'attendrais, peu importe combien de temps. Car il était le cadeau le plus inattendu et le plus précieux de ma vie.